Salam alaikum az-Zulf al-Aoun. Bonsoir. Dans la foulée du mythe de l'Algérie nouvelle, une succession de malheurs s'est abattue sur la population algérienne, tandis que la contre-révolution se poursuivait toujours plus cruelle, toujours plus perverse. Le but affiché était d'en finir avec le Hirak, associé au désordre. Pourtant, c'est le peuple du Hirak qui s'est organisé contre les catastrophes de la pandémie aux incendies. Le Front des forces socialistes, FFS, a décidé hier de prendre part aux prochaines élections locales fixées au 27 novembre prochain. Les arguments avancés par le FFS, et là j'ouvre la parenthèse, si nous avions eu raison de rejeter les élections législatives et le référendum constitutionnel, car il remettait en cause les aspirations légitimes de la révolution populaire du 22 février 2019, les prochaines élections locales devraient être pour nous une opportunité pour prendre le pouvoir local dans les APC, les APUI, afin d'empêcher les clientèles du pouvoir et les affairistes de torpiller le seul espace démocratique. Et là, je ferme la parenthèse. Malgré ces limites et les entraves qui s'offrent aux populations, l'autre argument, c'est le contexte régional et international instable et très menaçant que vit l'Algérie. Sa souveraineté et son intégrité territoriale, cette décision est de nature à contribuer à la stabilité du pays et à la pérennité de l'État et ses institutions qu'il convient, et c'est important de le rappeler et de le souligner. L'argument par le conseiller politique du premier secrétaire du FFS. Qu'est-ce qui a changé en Algérie pour que le FFS, parti d'opposition, approuve sa participation aux prochaines élections? Comment peut-on lire la décision du FFS et son impact sur les autres partis politiques d'opposition dont le RCD? Le régime fait face à une crise de légitimité jamais égalée depuis 1962. De façon obstinée et cynique, le pouvoir accentue sa politique répressive aveugle contre les citoyens pacifiques en violation des droits les plus élémentaires de l'être humain. En réalité, cette politique répressive vise deux objectifs: frapper de terreur la population, semer le désespoir et montrer aux prétendus invincibilité du pouvoir et l'inutilité de le combattre. La répression indifférenciée touche toutes les couches sociales, du journaliste à l'avocat, du prof d'université à l'étudiant, du chômeur au citoyen journaliste, et comble de malheur pour ses besoins de politique intérieure. Le pouvoir se fabrique deux ennemis potentiels, à savoir Rachid et le MAC, accusés d'être des organisations terroristes. Cette facilité qu'a le pouvoir à créer les ennemis intérieurs acte non seulement sa faiblesse et surtout son incompétence et sa faiblesse d'analyse. Le régime pense, dans son délire, avoir plus que quiconque l'autorité de changer la vie des Algériens en imposant un diktat et sa feuille de route qui ne pourra pas venir au bout d'une révolution. Il est insensé, voire ridicule, d'imposer des élections à un peuple qu'on en emprisonne, matraque et humilie. Il est complètement absurde de vouloir faire accepter encore une fois un scrutin dont lui seul a les clés et dont les Algériens rejettent totalement, dont l'unique but est de noyer le Hirak. شبيبة نايضة راو داير روح وما يسمعش مزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوى
شاب زوالي من التخمام غرقتو في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال وحدو كيتو هود البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها قاع يا السراقين حرية لا بديل طرنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين حرية لا بديل طرنا مبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خدك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك اسمع السون استغل دي توكسي نقيلك ودنيك يا منتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش بقى ما خسرناش في بلة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا منتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش بقى ما خسرناش في بلة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش يا منتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش بقى ما خسرناش في بلة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا منتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش بقى ما خسرناش في بلة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش يا منتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش بقى ما خسرناش في برمة Algérie, le FFS ira aux élections. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Hakim Bellahsel, membre de l'instance présidentielle du FFS, qui sera avec nous depuis Alger. Adel Djebbar, analyste politique, il sera avec nous depuis le Canada via Skype. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS depuis Alger. Et Karim Kbir, rédacteur en chef de Liberté, journal Liberté depuis Alger. On reviendra aussi sur la situation politique que vit notre pays, mais aussi la situation sociale à l'approche de la rentrée scolaire. Mais aussi la situation des droits de l'homme en Algérie. On va revenir sur donc, cette nouvelle, sur la participation du FFS aux élections prochaines, le 27 novembre. Avant d'entamer donc cette émission, on va essayer juste d'écouter les déclarations de Youssef Aouchiche, le premier secrétaire du FFS, concernant cette décision. Et on revient à vous. Nous avons pris la décision à l'unanimité des membres du Conseil national de prendre part à ces élections. Donc, c'est une étape importante dans la vie du parti pour permettre de promouvoir les idées ou c'est une participation que nous avons jugée stratégique, voire même nécessaire au sein du Front des forces socialistes, afin de préserver notre pays et préserver et renforcer les assises de notre parti. Ça, c'était donc les déclarations de M. Youssef Aouchiche, le premier secrétaire du parti du FFS. On a avec nous, comme ça a été annoncé, Dr Hakim Bellahsel, membre de l'instance présidentielle du FFS, qui est avec nous par téléphone depuis Alger. Dr Hakim Bellahsel, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Azul Fellak, marhaba bik. Bonsoir. Malgré que je viens de stationner, je suis en pleine route. Je tenais à exprimer un petit peu le choix de la participation des élections que le FFS a fixé. Donc, je vous dirais, le Conseil national d'hier, après un débat riche et responsable, le Conseil national du parti a plaidé unanimement, avec la majorité en faveur de la participation du FFS aux élections locales prévues ce 27 novembre. Cette décision de participer, il faut qu'on le précise, à ces élections, est un choix stratégique pour le parti, stratégique et politique bien sûr, qui s'impose afin de contrer les partis qui veulent perturber
la stabilité et la sécurité nationale. Très bien. Monsieur Belhessel. Je vais vous redonner la parole très rapidement. D'abord, je voulais vous remercier parce que vous avez dit que vous vous êtes garé donc, pour faire cette intervention. Barakallahu fik, ya'tik saha, merci. Mais si on revient un peu donc, sur cette décision politique de la participation du FFS aux prochaines élections locales, pourquoi cette décision alors que vous avez rejeté les 2 scrutins passés, dont donc les élections, le scrutin sur la Constitution, mais aussi les élections législatives? À ce volet-là, je pourrais dire qu'il faut faire la différence entre les scrutins passés où on n'a pas participé et en ce qui concerne les élections locales. Je l'ai dit, je le redis, à quoi sert un parti politique sans ses représentants au niveau du peuple? Je l'ai dit, je le redis aussi, notre non-participation, je la considère comme une non-assistance, surtout ces temps-ci, à une région vraiment qui a besoin de nous, qui a besoin de ses élus pour qu'ils travaillent ensemble. Et encore, je tiens à rajouter que les APUI, et les APC, c'est la seule tribune d'expression démocratique qu'on n'a pas le droit de laisser au pouvoir, comme ça s'est passé dans les élections législatives. Vous avez parlé d'un contexte géopolitique, Monsieur Belhessel, Dr Belhessel, comment vous avez justifié donc votre décision alors que beaucoup peut-être de vos membres de la base du FFS qui sont un peu perplexes par rapport à la participation du FFS? Non, je ne sais pas de quelle base on parle. Nous, on est des militants de base. On est en train de travailler en collaboration avec cette base militante qui nous épaule, qui est toujours là. Donc, dans ce sens, il n'y a pas de problème. Le FFS, il a toujours prôné la participation des élections municipales parce que les APC, c'est les seuls endroit où le FFS ou l'élu est en contact avec le peuple. Donc on a accepté on a la participation, je dirais pour le FFS, c'est pour agir et défendre cette démocratie locale, pour empêcher bien sûr ceux du pouvoir d'engloutir les seuls espaces de gestion d'expression. On a prôné la participation, c'est pour être présent et continuer à promouvoir le développement local dans toutes les régions. Bien sûr, en faisant participer le citoyen en coordination avec les assemblées élues et se battre et bien sûr et ramener nos efforts pour changer ce code communal qui a affaibli les attributions de l'élu, comme vous le savez. Yani, on a prôné cette participation pour lutter toujours, pour réhabiliter l'action sociale et être solidaire avec les populations déshéritées, surtout en cette période de Covid, en cette période sanitaire, avec tout ce qui s'est passé comme cette stratégie de feu. Donc, vraiment, le peuple, c'est en cette période où il a besoin de ses élus à ses côtés pour essayer de s'entraider. Bien sûr, cette participation va permettre au parti de consolider son implantation dans nos fiefs avec un travail pédagogique, bien sûr. Voilà mais vous savez, Dr Belhessel, vous savez très bien que les élections locales chez nous, c'est pas le maire qui décide de la politique de la commune. Il est bien sûr, il subit des pressions de l'Ouali. C'est l'Ouali avant tout qui a ses autorités de politique sur la wilaya et aussi le chef de daïra. Donc quel impact vont avoir ces élections sur la vie des Algériens quand vous parlez d'une démocratie qui touche ces élections communes?
Ben, je vais répéter toujours, à la différence des autres élections où on n'a pas participé. Je le dis, je le redis, les assemblées APU et APC sont l'unique tribune de démocratie que certaines veulent remettre au système. Là, on va pas se laisser faire. C'est des espaces où le FFS a toujours existé. Donc, on est là pour continuer. Et je dirais, conformément à la ligne politique du FFS, cette décision a été prise en fonction de tout ce que le FFS a défendu depuis des décennies. Ouais, mais, docteur Belhessel, quand vous avez aussi parlé auparavant de la légitimité de ce pouvoir, est-ce que, en participant à ces élections, vous légitimisez le pouvoir en place? Non, participer aux élections, on ne légitime pas le pouvoir en place, mais un parti politique sans son ancrage au niveau de la société, qu'est-ce qu'il vaut aussi? Donc, on est là, je suis conscient d'une chose, que le changement doit être défendu de l'intérieur, il faut se battre de l'intérieur pour essayer de changer les choses. Mais quand vous parlez de... Est-ce que l'Algérie vit une crise politique, monsieur Belhessel, ou là on est dans un contexte qui est normal? Bien sûr que l'Algérie vit une crise politique. Ça personne ne peut le nier. Donc, mais rien n'empêche, un parti il est là pour défendre sa ligne politique et défendre sa cause. On est toujours là pour réaffirmer nos engagements sans faille et sans répit aussi, pour aboutir toujours. On a appelé à un dialogue national. On est toujours dans la démarche du dialogue national qui doit être global et responsable, dans l'option de réaliser un compromis historique qui se présente comme l'unique option pour endiguer cette crise multiforme qui ronge notre pays. Donc, mais, très bien. Pourquoi vous ne l'avez pas fait auparavant, docteur Belhessel? Pourquoi vous ne l'avez pas fait auparavant? Pourquoi vous n'avez pas participé aux élections législatives? Pourquoi vous n'avez pas participé aux élections présidentielles? Pourquoi vous ne l'avez pas fait auparavant tant que vous pensez que le changement se fait de l'intérieur? C'est un autre contexte. On n'a pas eu le temps d'expliquer vraiment la situation à nos militants et aux citoyens. Mais il y a une chose, on reste implacable. Comme je dis, sur l'urgence, toujours, avant tout dialogue global, sur l'urgence de libérer le champ politique, médiatique et social, et plaider surtout pour la libération de tous les détenus politiques et d'opinion. Ces détenus qui sont en prison, on n'est pas là pour les oublier, mais on va réaffirmer toujours nos positions par rapport à cette situation. Mais c'est ça le problème, docteur Belhessel. Peut-être ceux qui vous reprochent cette décision, ils vous diront que le contexte actuel, c'est un contexte répressif. On a encore des centaines de militants qui sont emprisonnés, des journalistes, des militants des droits de l'homme, des militants politiques. Donc, qu'est-ce qui a changé en Algérie alors que votre parti milite pour un état de droit, un état de liberté, de justice. Donc, qu'est-ce qu'il a changé en Algérie pour donc justifier votre participation? Non, la justification de notre participation, elle est simple. On a dit, on le redit, c'est pour rester toujours au contact de notre population, au contact du peuple algérien. C'est les seules tribunes d'expression qui restent pour nous. Et surtout, c'est une occasion pour nous pour réitérer l'engagement de notre parti à rester cohérent avec son patriotisme historique et intransigeant sur la sécurité en ce qui concerne tous les problèmes en cette période.
En quoi la participation du FFS changera les donnes en Algérie? Et là, quand je parle, bien sûr, la vie des Algériens, les difficultés, la situation politique, la situation sociale, alors qu'on est en train de voir une inquiétude grandissante dans la société, le pouvoir d'achat qui recule, et tout ça dû à ce blocage politique, Dr Belhessel. Mais tous ces problèmes-là, l'absence d'un parti politique, c'est faire promouvoir tous ces problèmes. Donc, je vais le dire encore, notre participation, c'est pour essayer de trouver des solutions politiques. Et comme je l'ai dit, notre conférence, on y tient toujours à notre conférence nationale. Et prochainement, entre le 5 et le 10 septembre, on va organiser une conférence nationale économique et sociale. J'espère que les résolutions de cette conférence vont être prises en charge par ce pouvoir pour essayer d'avancer et de trouver des solutions pacifiquement pour le pays. Il y a des cadres du membre national de votre parti, Dr Belhessel, qui sont contre cette décision de participation. Je dirais, je ne sais pas qui c'est ces cadres, mais je sais à peu près à qui vous faites allusion. Je peux dire depuis le début, je crois que je peux les traiter de populistes qui n'ont rien avancé comme solution à part donner des trucs, virer vers le populisme qui n'a rien donné jusqu'à présent. Mais est-ce que participer aux élections aussi, vous allez offrir quelque chose aux Algériens, aux hirakistes, eux qui n'arrêtent pas de scander ils ont dénoncé tous les scrutins qui sont passés. Pourquoi ils vont approuver ce scrutin du 27 novembre? Dans ce volet-là, on doit être à la hauteur d'expliquer la situation et de leur dire que si vous voulez vraiment changer les choses, il faut vous rapprocher des partis politiques, être des militants, donner de votre temps. Et je leur dirais qu'un parti politique, la politique ne se paye pas. Donnez de votre temps et de venir se battre avec nous si vous voulez changer les choses. Il faut être organisé et cette organisation, vous la trouverez au sein des partis politiques. Docteur Belhessel, le FFS est l'un des plus vieux partis de l'opposition, avec le combat qu'on connaît et que tous les Algériens connaissent d'El Hussein Rabbi Rahmou. Est-ce que le FFS est toujours dans le camp de l'opposition? Bien sûr. Il continuera toujours dans la ligne politique de Hussein Aït Hamed. J'entends parler par-ci et par-là, vous avez cité Aït Hamed, Allah yarhamou, par-ci et par-là, dire la position du FFS, le can Aït Hamed, il va se retourner dans sa tombe. Je leur dirais, Aït Hamed, personne ne l'a connu comme on l'a connu nous. On a travaillé avec lui, on connaît ses positions. S'il était présent parmi nous, il aurait choisi cette option, ça fait bien longtemps. C'est lui qui a dit un jour, pour sauver l'Algérie, s'il fallait dissoudre le parti, je vais le dissoudre. Maintenant, on est dans une situation où l'Algérie a besoin du FFS et le FFS doit reprendre sa place initiale, se renforcer, et je compte sur nos militants et sur le peuple algérien pour dépasser toutes ces crises-là. Merci beaucoup, Dr Hakim Belhessel. Yatik Saha, barakallahu fik. Merci à vous, Dr Hakim Belhessel, membre de l'instance présidentielle du FFS, qui était avec nous depuis Alger. Je pense qu'on a été rejoint, avant de donner la parole à Adel Jabbar, par Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, qui est avec nous depuis Alger. Karim Tabou, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Azoul Fellaksi Karim. أهلا وسهلا نزول
Merci à tout le monde et à tous nos téléspectateurs. Merci à vous, Monsieur Tabou. Monsieur Tabou, si on revient un peu sur l'actualité que vit notre pays, cette décision donc du parti FFS dont vous faisiez partie, donc vous étiez le premier secrétaire auparavant, et donc la décision du FFS de participer aux élections locales qui vont se dérouler donc le 27 novembre prochain. Comment peut-on la lire, Karim Tab? Enfin, personnellement, je n'ai pas le droit de commenter la décision politique d'un parti. Je me refuse de m'ériger en donneur de leçons à quiconque. Toutefois, je me permets de donner mon point de vue personnel. Aujourd'hui, très clairement, le pouvoir a réduit délibérément la pratique de la politique, l'exercice de la politique, au seul fait d'ouvrir la parenthèse électorale, de laisser les gens jouer dans des espaces dont le pouvoir était le seul à détenir les règles du jeu, à connaître les fonctionnements, à savoir comment il va répartir les rôles et les places. Et en face, on a eu une dynamique citoyenne exemplaire, extraordinaire, qui a voulu et qui continue d'avoir un écho très puissant dans la société, qui veut en finir avec les fausses représentations politiques et sociales, avec les fausses élections, avec les fausses promesses. En fait, il y a deux manières de concevoir la politique. Il y a ceux qui pensent que le peuple ne peut rien donner. Il est grand temps de s'acoquiner avec le pouvoir, en espérant d'avoir au moins quelques strapontins. Et donc, ils cherchent à avoir de la place dans les institutions, tout en sachant que c'est le pouvoir lui-même qui fixe le fonctionnement de ces institutions et qui fixe les espaces à céder pour les partis politiques, pour donner un semblant de pluralité, de présence de partis politiques, etc. Il y a une autre façon de concevoir la politique, et je pense que c'est ça, la nouveauté du terrain politique qui a secoué un peu les logiques organiques, les logiques d'apparatchik, c'est le fait que les Algériens ont considéré que le plus important dans la vie politique, dans la vie d'un parti, étant d'avoir le mandat du peuple, d'avoir un ancrage populaire. Donc aujourd'hui, l'équation, elle est toute simple. Soit vous voulez, en exerçant la politique, vous faire un ancrage populaire et vous devez consentir des sacrifices et vous devez vous soustraire à toutes les logiques d'appétit du côté du pouvoir. À défaut, il y a une autre voie, c'est la voie qui mène à Ben Aknoun, et à ce moment-là, ils sont libres de choisir la voie. Mais est-ce que vous pensez l'argument qui a été avancé par le FFS, Karim Tabou, et bien sûr que dire que le seul espace démocratique qui existe en Algérie, donc c'est ces élections des APC et des API, et qu'il faut pas laisser, et qu'il fallait empêcher les clientèles du pouvoir et les affairistes à torpiller donc ce seul espace. Je pense que ça aussi c'est misé sur une lecture ancienne, éculée. Ces lectures relèvent de l'ancien temps. C'est-à-dire que les partis n'ont pas encore digéré, n'ont pas encore accepté le fait qu'il y a un hirak populaire qui a imposé une conception nouvelle de la politique qui est
celles qui refusent le faire semblant, le mensonge, les fausses élections, les fausses représentations politiques et sociales. De l'autre côté, il y a une classe politique qui, dans son incapacité à s'émanciper de ses peurs et de ses appétits, continue de tourner son regard et ses intérêts vers le pouvoir. Le pouvoir, il va donner les APC, il va donner les APWI. Et d'ailleurs, il va tout simplement circonscrire davantage ses partis dans certaines localités. Quelle manière pour le pouvoir de se sortir d'une impasse réelle qui est le fait qu'il a été bousculé par une dynamique populaire qui a remis en cause le pouvoir, pas seulement au niveau des APC, mais qui a été capable d'occuper la rue le 12 décembre, qui a été capable de défier la peur lors des élections législatives de juin, mais en tout cas, un parti politique comme le FFS, qui est fondé sur un pilier qui a été construit par Del Hussein Rabbi Rahbouf. La souveraineté populaire, l'élection démocratique et transparente, le changement à travers une élection d'une Assemblée nationale constituante souveraine capable de traduire la volonté du peuple algérien. Un parti politique également ne doit pas exercer la politique comme exerce un comptable. Il analyse par une logique de perte et profit. Qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il perd. Il doit analyser sur une base de que gagne le pays et que perd le pays, pas le petit parti. Aujourd'hui, nous devons, et du point de vue moral d'abord, et puis du point de vue politique, nous élever au rang de cet espoir, de cet élan populaire qui a porté la revendication d'un changement définitif, radical, d'une manière pacifique. Donc aujourd'hui, continuer de mentir aux Algériens qu'il était possible de dresser des digues et des barrières contre, entre parenthèses, l'Aïsaba au niveau des APC. Bon, les citoyens, ils ont eu une expérience. العصابة في الجزائر هي عصابات. العصابة عصابات. لا توجد عصابة بلون سياسي معين. في بعض الأحيان حتى في بلديات كانت تقودها أحزاب تدعي أنها معارضة، تعرض المجتمع، تعرض المواطن إلى ممارسات أكثر من ممارسات العصابة. والدليل أن الشعب الجزائري شرقا وغربا جنوبا وشمالا اتخذ قرار لا رجعة فيه أن هذا النظام الذي يكرر مهازل انتخابية، الذي يكرر انتخابات من أجل إعادة ترتيب أموره الداخلية تحت غطاءات سياسية، تحت واجهة سياسية. Il est en train de se remettre en place avec une façade démocratique, avec un décor démocratique. Je pense que vis-à-vis de l'histoire, tout le monde assumera ses responsabilités et le peuple algérien, en définitive, saura qui est qui. Mais l'autre argument, Karim Tabou, c'est la situation, le contexte régional et international instable et très menaçant que vit notre pays, bien sûr qui menace aussi sa souveraineté et son intégrité territoriale. Et qu'il fallait donc essayer si on peut dire, de trouver des ponts avec le régime. Monsieur Belhessel, qui était avec nous, a parlé donc du changement de l'intérieur. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'aller dans ce sens, qu'on peut changer de l'intérieur? Moi, j'ai jamais vu le sucre prendre le dessus sur le café. Hein. Moi, j'ai jamais connu ces formules chimiques par lesquelles le sucre prend le dessus sur le café.
changement de l'intérieur étaient des expériences vécues déjà par les partis politiques, tous les partis politiques. Et je pense une grande partie en aparté, pas dans les décisions officielles d'appareils, de personnes qui sont mues par des intérêts, par un opportunisme excessif, savent très bien que les expériences, autant dans le gouvernement que dans l'Assemblée nationale, au niveau des APT, a été une expérience qui a bien montré qu'il était impossible de changer les choses de l'intérieur si on les règles du jeu, pas l'exercice de la politique. Et puis la deuxième chose, j'aimerais clarifier également cette question. Les manœuvres du pouvoir sont destinées justement à enraciner dans la tête des Algériens qu'il y a des risques partout, qu'il y a de la peur partout et qu'il y a des manœuvres partout pour que le pouvoir se donne à lui-même le droit de s'ériger en seul protecteur de l'unité nationale, en seul protecteur de la démocratie, en seul protecteur du pays. Mais ce sont des scénarios que nous avons bien connus. Le FFS en a été victime de ce scénario en 1963. Souvenez-vous, lorsque Aït Ahmed a été mis en prison, le prétexte du pouvoir était d'éviter la déchirure nationale, était que Aït Ahmed était quelqu'un qui menaçait l'unité nationale. Et aujourd'hui, quand même, vis-à-vis de l'histoire, c'est une blessure que de nous retrouver avec un parti qui normalement devait être en cohérence avec le discours et avec le combat d'Aït Ahmed. Aujourd'hui, il développe le même discours que le discours du pouvoir. Et prétendre aujourd'hui que c'est une manière de protéger quoi que ce soit, je vous dis en termes simples, le pouvoir a décidé d'une manière unilatérale et en pratiquant la violence, des dizaines, des centaines de détenus d'opinion croupissent aujourd'hui dans les prisons. Fermeture absolue des médias devant l'opinion publique. Impossibilité de laisser quiconque s'investir dans les espaces publics. Fermeture absolue. On est presque à l'ère de Boumediene. Il faut pas se voiler la face. Et aujourd'hui, face à tout cela, il y a des gens qui continuent de se mentir à eux-mêmes et de mentir au peuple algérien. En tout cas, laissons l'histoire faire son travail et laissons le peuple algérien faire ce choix. Très bien. Monsieur Karim Tabou, restez avec nous. Je vais revenir très vite à vous aussi sur les perspectives de la situation que vit notre pays. Je vais donner la parole à Adel Djebbar qui est avec nous et que je remercie parce que j'ai tardé pour lui donner la parole. Adel Djebbar, analyste politique, qui est avec nous. Adel Djebbar, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tardé, j'ai écouté avec beaucoup d'attention Karim Tabou, à tout seigneur, tout honneur. Merci beaucoup. Adel Djebbar, si on revient un peu sur le contexte que vit le pays, donc cette décision du FFS de participer à la prochaine élection locale qui est donc le 27 novembre prochain. Est-ce que vous pensez que c'est une approche qui est sage du FFS, sachant que le FFS est un parti d'opposition, le plus vieux parti d'opposition, ou c'est une façon aussi de, comme disent beaucoup d'observateurs, de légitimer ce pouvoir qui est en crise de légitimité. Qu'est-ce que vous pensez, Adel Djebbar ? Bon, moi, je vais peut-être être un peu plus à l'aise parce que je vais parler en tant que citoyen. Je n'appartiens à aucun parti politique. Le seul parti politique auquel j'appartiens, c'est le parti du peuple algérien qui a dit « Ma kanch intikhabat ma'al isabat ». Donc, j'ai écouté la rhétorique du docteur, j'ai oublié son nom, mais ça me rappelle les dialectiques du siècle dernier. Donc, il parle d'un peuple. D'abord, il parle de stratégie du parti, donc la stratégie ou l'avenir ou le devenir où le destin de l'Algérie ne l'intéresse pas du tout. Il parle d'un peuple, un peuple qui a voté 0 lors des élections présidentielles, il a voté 0
lors de la Constitution, et puis il a voté 0 pendant les législatives. Moi, je pense que c'est quand même totalement insensé qu'un parti comme le FFS puisse aujourd'hui aller à contre-pied de la volonté populaire. Mais Adel Jabbar, l'argument qui a été avancé aussi par notre invité, Dr Hakim Belhassan, de parler que ces élections, c'est le seul espace démocratique qui existe en Algérie. C'est donc quand il s'agit des APC, des API, et qu'il ne fallait pas laisser empêcher la clientèle du pouvoir et les affairistes de torpiller cet espace démocratique. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? C'est du bouillon pour les morts, ce type de rhétorique et de dialectique. C'est quand même terrible de ne pas regarder la réalité en face. Que vaut un maire en Algérie? C'est un faire-valoir. C'est un gars qui obéit à une bureaucratie représentée par un non-élu, un fonctionnaire désigné par l'État, entre guillemets, qui est le chef de Daïra, qui peut le dégommer, le mettre en prison. Il n'a aucune décision, il n'a aucun pouvoir. Nous ne sommes pas dans une société démocratique où le maire est un chef de gouvernement local. Il jouit de la crédibilité qui lui a été accordée par ses électeurs, il jouit de la gestion d'un budget, il jouit de l'autorité pour ramasser l'impôt, il peut même lui-même créer une police locale. C'est ça le maire que nous connaissons dans les sociétés. C'est un petit gars qu'on ramène là-bas, ça va être la même chose qu'à un niveau un peu plus haut. C'est tout. C'est ça le même. Fût-il qu'ils élisent 1540 maires, ils ne changeront absolument rien. Moi, j'ai entendu ces discours, ces soupes pour les morts, dans lesquels on disait qu'il est possible de réformer le système de l'intérieur. Vous ne réformez rien. Moi, j'invite ces gens-là qui ont été, qui ont vu leur base se révolter contre eux quand ils ont été reçus en grande pompe par Kitboul avant les élections législatives, et puis leur base s'est soulevée pour dire ils se sont ils ont écouté leur base et puis ils ont abandonné ce projet funeste d'aller là-bas. Aujourd'hui, participer à ces élections communales qui ne représentent absolument rien, qui n'ont aucun intérêt pour le peuple algérien, notamment la grande région de Kabylie où le FFS est fortement implanté, ça ne représente rien, ça ne fait que crédibiliser une junte militaire, de donner du crédit à une dictature militaire pour l'aider à parachever aux yeux de l'opinion publique internationale l'édifice institutionnel. Mais rien ne changera. Toutes les simulacres de scrutin et d'élection ont-ils eu des effets positifs sur la vie des Algériens? Les Algériens ont souffert le martyre, surtout depuis 3 ans, depuis le coup d'État contre le tyran Bouteflika, où l'armée est réellement sortie de derrière les rideaux et elle a pris le pouvoir sans pour autant s'impliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas d'eau, on n'a pas d'oxygène, on n'a pas d'alimentation. Les gens sont en train de crever aujourd'hui. 60% des Algériens sont paupérisés. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de quoi se soigner. Il n'y a rien. De quelle élection parle le FFS? Qu'est-ce qui va changer à la quotidienneté de l'Algérie? Moi, j'aurais aimé qu'il ait un peu de courage pour dire nous ne pouvons rien changer. Tant que sur le toit de l'Algérie, c'est une godasse, une mitraillette, un blindé et un Rangers. Parce qu'il faut aller au bout de ces logiques pour dire que dans une dictature militaire, il ne peut pas y avoir de liberté. Nous sommes aujourd'hui en train d'inventer un nouveau concept de gouvernance, c'est la démocratie militaire. Dans la société, la propagande qu'on est en train de nous imposer aujourd'hui est à la société démocratique ce que la matraque est à l'État totalitariste. Aujourd'hui, nous avons la matraque, nous avons des forces de répression ignobles, criminels, qui sont en train de viser les yeux. Moi, j'ai vu des enfants de 18, de 19 ans, de 20 ans éborgnés. J'ai vu des répressions des plus sauvages à
Néortilène et à Khrata et un peu partout. On ne cesse jamais de ramasser les gens comme le faisaient les parachutistes français dans les années 58-59. De quelle élection parle-t-on? Qu'est-ce qui va changer à la quotidienneté des Algériens? Absolument rien. Ce régime militaire, ignoble, criminel, inculte, est dans une logique de caserne. Il est, comme je l'avais dit, limité dans un prisme sécuritaire. Il ne voit que des ennemis, il ne voit que des menaces. Très bien. C'est la mentalité de la caserne. Restez avec nous, Adel Jabbar. Je vais revenir à vous. Restez avec nous. Il ne voit que des ennemis. Je vais donner la parole à Karim Tabou. Monsieur Karim Tabou, sur la situation qu'on est en train de voir, surtout si on parle du volet des droits de l'homme, il y a une accentuation de la répression ces dernières semaines des militants politiques, des militants des droits de l'homme qui sont jetés en prison et qui sont accusés aussi d'appartenir, entre guillemets, à une organisation terroriste. Et là, on parle de Marc, de Rached. Est-ce que vous pensez que le régime est en train de tout faire pour criminaliser le Hirak et surtout d'en finir avec le Hirak? Je pense que l'ennemi public numéro 1 du régime, c'est le Hirak. Tout le reste est manœuvre politique. Donc, il était évident que depuis le début, une série d'actes commis par le pouvoir, bien sûr, c'est dans le cadre de la contre-révolution, avec un écho très puissant de l'appareil de propagande, ce que j'appelle le mercenariat de l'information, qu'il a mobilisé pour essayer justement de casser les ressorts de la société qui ont été portés par le Hirak, en essayant de miner la situation par des complots et par des accusations gratuites envers les uns et les autres. Mais en tout cas, l'opinion publique a bien compris ces enjeux. Et lorsque des milliers, des millions d'Algériens sont descendus dans la rue pour dire Tebboune Mzawar Djabou al-Askar, eh bien, il y avait un choix à faire. Soit vous allez aller prendre un café avec Tebboune, vous allez le reconnaître et lui donner le statut, et vous allez à contresens de l'histoire et à contresens de l'opinion publique, soit vous allez accepter qu'une révolution, c'est aussi accepter de consentir des sacrifices, porter un idéal. Ben, si les choses étaient faciles, les révolutions auraient eu un autre nom que le nom révolution. Donc aujourd'hui, la situation du terrain, il est à la fois simple et complexe. Elle est simple dès lors qu'on sait que toutes les manœuvres visent un seul objectif: déraciner, mettre fin au Hirak, non seulement dans sa version manifestation publique, mais dans le fait même que ce soit une idée portée par des Algériens qui aspirent au changement. Comme si le régime s'emploie par tous les moyens en faisant appel à la logique répressive, à la judiciarisation de la vie politique et sociale, à l'usage abusif des arrestations et de la justice. Le tout est de déraciner de la tête des gens l'idée que le changement est possible et que les Algériens sont capables de faire l'histoire. À l'inverse, il essaye d'élargir sa base clientéliste. Il se propose et il propose aux partis politiques: venez, vous participez et je vous donne tout ce que vous voulez. Et là, je suis triste de voir des partis politiques qui auraient pu être des alternatives pour le pays réduire leur vision, leur discours, leur analyse au seul fait de comment s'arranger pour gagner une mairie et pour gagner une API. Vous savez,
dans quelques mois, après l'installation des maires et des PAPOI, vous allez voir que ce discours n'a absolument aucun sens, puisque les uns vont être des accompagnateurs des walis et des chefs de daïra, pour aller par-ci assister à la fête des bijoux, à la fête des cerises, à la fête de la poterie, à la fête du couscous. Ça va donner l'impression que les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors que la grande question, qui est la démocratie, le changement, le pouvoir qui a brisé et qui tente d'enlever de la tête des Algériens l'idée même que ce pays pourrait leur donner un avenir, leur donner de l'espoir, ça serait tout simplement commettre un crime envers ce pays, envers son histoire, envers les détenus qui croupissent actuellement dans les prisons, envers toutes ces personnes qui souffrent, que de dire que voilà, on va essayer de constituer des digues et empêcher que les relais du pouvoir, ce ne sont pas seulement les partis politiques partout ailleurs et notamment en Kabylie, mais les relais du pouvoir, ils sont dans l'administration, ils sont dans la justice, ils sont partout, ils sont dans l'économie, ils sont partout. Donc, faire face justement à la logique du pouvoir serait de porter un discours de rupture avec le pouvoir et vouloir réduire l'Aïsaba ou le pouvoir ou les relais du pouvoir au seul fait qu'on va nous retrouver avec des gens qui vont se livrer des batailles de tribus pour gagner une mairie. Excusez-moi de vous dire les faits réels du terrain. Vous allez vous retrouver avec des partis politiques qui vont s'investir sur des bases tribalistes. Ils vont mettre une liste par-ci de tel village pour contrecarrer une autre liste de tel village. Et par cette logique-là, on aurait aidé le pouvoir à diviser encore plus la population, alors que le Hirak a fait tout le contraire, qui est la dynamique d'unité, la dynamique de ressouder les rangs, la dynamique qui a fait, lors des incendies en Kabylie, quel élan de mobilisation nationale depuis toutes les wilayas du pays. Et voilà, on se retrouve avec les partis politiques qui vont venir tenter même de chercher Satan dans les petits recoins des villages. Par-ci, c'est ceux d'en haut contre ceux d'en bas, c'est ceux d'hier contre ceux d'aujourd'hui, c'est les apparatchiks contre les opportunistes, c'est les organiques contre les et tout ça, les partis politiques trouvent le moyen de l'appeler combat démocratique. Karim Tabou, vous avez parlé beaucoup du Hirak et beaucoup peut-être se poseront la question face à cette politique répressive que mène le pouvoir contre les Hirakistes aussi. Quel est l'avenir du Hirak, Karim Tabou? Vous êtes une figure de ce Hirak. Beaucoup de questions aussi sur son avenir face à une situation très difficile que vivent les Algériens, surtout sur le plan social, économique aussi. On est près d'une rentrée sociale que beaucoup en train de dire qu'elle peut être très chaude. Est-ce que vous pensez que les marches qu'on a connues 2019, 2020, avant donc que les marches s'arrêtent, est-ce que vous pensez qu'on va revoir ces marches? Est-ce que vous pensez que le Hirak va revenir en force? Quel est le futur du Hirak, Karim Tab? D'abord, le Hirak, de là à réduire le Hirak aux marches, c'est une erreur de lecture. Le Hirak est une dynamique populaire qui a fait que les Algériens ont finalement découvert qu'ils ont laissé leurs propres affaires entre les mains de charlatans, d'opportunistes, de Issaba, qui se sont accaparés des richesses du pays. Et pendant 60 années, sous les prétextes et sous des mots différents, le pouvoir s'est bien accaparé à Thawara pour faire tout le contraire de Thawara. Il s'est bien accaparé le terme social
pour faire tout le contraire du socialisme. Il s'est bien accaparé du mot réconciliation pour faire tout le contraire de la réconciliation. Il s'est bien accaparé du mot de la démocratie pour faire tout le contraire de la démocratie. Il s'est accaparé le mot de la république pour faire une république sans public. Et c'est une série infinie de mensonges et de manœuvres. Maintenant, la question du Hirak, c'est d'abord un projet, une idée, une dynamique qui a été portée par une jeunesse qui a définitivement tranché une question. C'est que le pouvoir n'est pas digne de confiance, ni dans ses élections, ni dans ses manœuvres, ni dans ses armes, ni dans ses pratiques. Et puis une deuxième chose, une deuxième observation de sang-froid, si le pouvoir était sûr, était rassuré que le Hirak était fini, pourquoi alors chercher des jeunes chez eux? Pourquoi cette armada de procédures violentes, répressives contre tout ce qui bouge? Si vraiment le pouvoir était convaincu que le Hirak est fini, pourquoi alors mobiliser une telle ترسانة بوليسية قانونية ضد المواطنين وضد الناس. Ça veut dire quotidiennement nous avons dans le discours du pouvoir, dans les décisions du pouvoir, nous avons chaque jour la démonstration que le Hirak est là. Chaque décision du pouvoir est prise contre le Hirak. On ne prend pas une décision contre quelque chose qui n'existe pas. Si on prend toutes ces décisions, si on mobilise l'information, si on mobilise la justice, si on mobilise tous ces instruments-là contre quelque chose, c'est que cette chose-là est menaçante, elle est puissante, elle est forte. Donc aujourd'hui, le retour du Hirak, le Hirak n'est pas parti pour attendre son retour. Le Hirak, il est là. Quand vous voyez, avec tous les truchements, avec tous les bricolages politiques et avec toutes les tentatives du pouvoir de vendre une image des dernières élections comme étant des élections qui ont... il y avait tel nombre de candidats, mais la réalité, c'est que le peuple algérien a boudé ces élections. Bouder cette élection fait partie du Hirak. Je pense que le pouvoir aujourd'hui est lancé dans une logique de tout sécuritaire. Les Algériens sont en train de répondre par le tout pacifique. Lorsque le pouvoir manœuvre pour semer toutes les discordes dans la société, tenter يشعل النار بكل أشكال النار وبكل أصناف النيران. النار على الجبهة الاجتماعية، النار على الجبهة السياسية، زرع الفتن، محاولة خلق يعني جعل بكل ولاية بؤر للمشاكل، بؤر للانفصال، بؤر للمشاكل الاجتماعية والسياسية، إلا أن المجتمع بقى صامت. واليوم دليل انك مجموعه شباب جاوا من تلمسان راحوا لضربانه ثيراثن et puis des jeunes de Rilizan, des jeunes de Miliana, des jeunes de Chlef, des jeunes de Sétif, partout. Et c'est extraordinaire lorsque vous voyez tout ça. Les Algériens se sont découverts eux-mêmes. Les Algériens ont découvert finalement, c'est bien de connaître les gens de Tlemcen. Et les gens de Tlemcen ont bien découvert qu'il était finalement important que d'avoir brisé toutes ces barrières et de fonder pour la première fois une nation. Je pense que le Hirak a réalisé quelque chose. Il a donné un acte de naissance à la nation algérienne. Maintenant, il y a la deuxième partie que demande la nation, c'est la mise en place d'un État au service de la nation, parce que pour l'instant, malheureusement, l'État est contre la nation, puisque l'État est l'otage d'un groupe de personnes qui s'en servent pour leurs intérêts.
Cette mise en place, Karim, très rapidement, comment peut-on la mettre en place? Est-ce que le Hirak, vous savez très bien, vous êtes politicien, vous savez que la politique, c'est les rapports de force. Est-ce que le Hirak est en position de force? Parce qu'on sait, vous avez parlé de cette politique répressive du régime. Est-ce que le Hirak, avec son outil pacifique, avec son unité, peut faire face donc à cette machine répressive? Je suis tenté un peu de verser dans les grandes pensées philosophiques. Tu sais qu'est-ce qu'a dit Karl Marx du capitalisme? Il a dit que le capitalisme, il a un problème. Il porte en lui-même les germes de sa propre destruction. C'est la même chose pour le pouvoir. Il porte en lui-même les germes de sa propre destruction. Donc le Hirak est toujours là, il est vivant, il est puissant, il est plus fort. Maintenant, par quel déclic psychologique les Algériens vont encore reprendre les choses en main? En tout cas, le génie du mouvement national et des moudjahidines de l'époque, c'est qu'ils ont fait deux types d'actions qui ont zelzelou l'kayan l'istimar. La première, c'est, vous vous souvenez, la grève des bijoux. C'était extraordinaire, mais il y a eu des moments où les Algériens avaient décidé de ne pas sortir pour laisser le colon à l'extérieur tout seul. Lorsque les Algériens ont décidé de ne pas sortir lors des élections et ils ont laissé que les opportunistes et les clientèles du pouvoir s'afficher dans la rue, les rideaux étaient tombés. En tout cas, les choses sont claires. Maintenant, il y a un choix à faire. Ceux qui veulent aller dans le sens de la dynamique de l'histoire, ils vont souscrire à cette dynamique citoyenne. Très bien. Ceux qui veulent aller à l'envers, qu'ils le fassent. Je finis, il y a une très très belle expression de Mouloud Mamri qui dit « Vos peurs et vos appétits vous asservissent mieux que le fouet le plus cinglant des plus impérieux de vos maîtres. » Merci. Vos peurs et vos appétits. Dès lors que vous avez peur et vous avez de l'appétit, eh bien attendez-vous, soit c'est le fouet, soit c'est le sandwich. Les Algériens ont dépassé cela, ils ont décidé de faire l'histoire. Merci à vous, Karim Tabou. Merci à vous, Monsieur Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, qui était avec nous. Karim Tabou. Karim Kbir, qui nous a rejoint, rédacteur en chef de Liberté, qui est avec nous depuis Alger. Karim Kbir, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Merci à vous, Karim Kbir. Karim Kbir, lecture un peu sur cette situation, la décision du FFS donc de participer aux prochaines élections. Quelle est votre lecture par rapport à ça, sachant que le contexte que vit notre pays, vous avez entendu donc Karim Tabou qui dit que les Algériens sont toujours dans la dynamique du Hirak et qu'ils vont surpasser ces élections, ils vont bouder encore ces élections comme ils l'ont boudé les autres élections passées. Oui, bien entendu, ce n'est pas exclu que les Algériens vont encore une fois bouder parce que la situation c'est Karim Kbir? Oui, allô? Là, on vous entend mieux. Tfadal, c'est Karim. Je vous dis, ce n'est pas exclu que les Algériens bouderont encore une fois ces élections parce que la situation s'est empirée davantage à tous les niveaux et sur tous les plans. Il y a une espèce de pression, d'un climat dépressif général chez les Algériens, notamment avec cette campagne d'arrestation qui ne veut pas s'arrêter, avec les épreuves qu'ils ont duré dernièrement avec la crise de l'oxygène, les incendies, l'inflation, la cherté de la vie. Donc, ils ne voient pas venir des changements. Donc, concernant la participation du FFS, à mon avis, c'était un petit peu prévisible
depuis le mois de juin dernier, lors de l'université d'été, plutôt d'une conférence des élus, ils avaient rappelé c'est-à-dire les élections locales sont un choix stratégique pour le parti. Et de tout temps, le FFS toujours cherché de ne pas laisser ces assemblées locales aux clientèles du régime et ce qu'ils appellent eux les prédateurs et la mafia locale ou les relais du pouvoir. Mais les affairistes. Je pense, oui, seulement ce que je pense, ce qui est différent, quand même les contextes sont différents. À l'époque où l'opposition, c'est-à-dire peinait tout de même à changer l'ordre des choses, parce qu'on a vu le régime qui a montré les signes, en tout cas depuis tout le temps, de son refus de changement. Et encore plus aujourd'hui, après deux années de Hirak, on a vu qu'il n'y a absolument rien qui a changé, ni dans les méthodes, ni dans... On a l'impression que c'est un régime qui navigue à vue, qui n'a aucun projet pour le pays, ni une volonté de faire quelques concessions. Donc pour le FPS, je crois qu'ils sont pris un peu dans ce piège, c'est-à-dire dans cette situation où d'un côté, rester en marge au risque, de toutes les façons, il y aura des élus qui seront placés à la tête des assemblées, et en même temps, partir au risque de se mettre sur le dos le Hirak. Et en même temps, le FFS, je pense, de mon point de vue, et il fait une autre lecture aussi, c'est que le boycott massif de la Kabylie lors des derniers... législatifs. Les dernières consultations électorales, notamment la présidentielle, le référendum et les législatives, sont donc, ils ont préfiguré un petit peu d'un isolement de la Kabylie. Et c'est ce qui explique, de mon point de vue, je ne sais pas si on peut appeler ça une stratégie, cette diabolisation en tout cas du MAC et du mouvement Rachad. C'est un peu pour les présenter comme un danger et pour jouer l'effet repoussoir pour que cette région ne tombe pas entre les mains de ce qu'ils appellent eux les aventuristes. Donc le FFS entend se placer un peu pour empêcher justement parce que particulièrement, je dis bien particulièrement, parce que particulièrement la Kabylie ne reste pas sans forme de gouvernance entre guillemets et qui sera livrée à toutes sortes de tentations. Quel impact peut avoir cette décision, Karim Kebir, sur les autres partis d'opposition, nommant par exemple le RCD? Je crois qu'ils sont tous, je parle bien entendu de la mouvance démocratique, je crois qu'ils sont tous logés à la même enseigne. Il y a un pouvoir qui refuse le changement, il a imposé une feuille de route, on peut dire que c'est un coup de force. Et comme je crois que comme il ne sait pas, personne ne peut prédire comment va évoluer le Hirak. Et en même temps, après 2 ans du mouvement du Hirak, c'est-à-dire il y a on n'a pas encore une vision nette de l'émergence d'une alternative au sein du Hirak, c'est-à-dire les problèmes de l'organisation, conjugué avec cette terreur qui s'abat sur les militants et qui peut jouer pour un temps, pour neutraliser un peu le mouvement de revenir, pour empêcher, parce que les gens, quoi qu'on en dise, ils sont toujours attachés au mouvement pacifique. Donc, ils ne savent pas. En même temps, s'ils s'effacent de ces élections, rien ne dit que le régime va élaborer de nouvelles lois en s'appuyant sur ces élections locales pour complètement les isoler de la scène. Donc je suppose que certains partis redoutent cette perspective, sans compter qu'il faut qu'ils donnent à leur base des perspectives pour les gens qui se sont engagés dans la carrière politique. Il y a des militants qui veulent faire carrière, donc il y a des ambitions personnelles. Ce sont tous ces données que je crois
qui mettent un peu ces partis dans une position un peu inconfortable, mais qui les contraignent à prendre des positions un peu difficiles. Mais nous ne savons pas quels seront plutôt les dividendes si d'aventure ils venaient. Karim Kebir, vous avez parlé d'un climat d'inquiétude, juste ma dernière question, d'un climat d'inquiétude et d'une situation aussi sociale qui est explosive. Les Algériens sont en train de souffrir, surtout de la cherté de la vie, du pouvoir d'achat qui a reculé. Est-ce que vous pensez que ces facteurs peuvent accélérer, donc, si on peut dire, le retour du Hirak ou les marches, mais aussi en même temps, il y a cette question qui n'a pas une alternative claire qui a été dégagée du Hirak, vous avez dit. Justement, en tout cas, les ingrédients, si l'on exclut la décision du 5e mandat, mais les mêmes ingrédients, l'origine du soulèvement de 2019 sont toujours en place. Encore plus, ils se sont accentués aujourd'hui. Il y a une espèce de navigation à vue du pays. Les Algériens ne voient plus venir, c'est-à-dire tout l'espoir qui est né du Hirak a été complètement abîmé. Les Algériens aujourd'hui sont déprimés. Voyez combien de jeunes qui sont en train de partir. On a les statistiques, mais ils sont des centaines chaque jour réellement qui sont en train de fuir. Il y a des jeunes qui cherchent des visas pour partir. Ce sont des indices. Il y a la prolifération, on va assister à la prolifération du banditisme, de la criminalité, parce qu'il y a la misère qui gagne de larges couches de la société. Il y a le problème du chômage, il y a des milliers d'entreprises qui sont fermées. Il y a les arrestations. Il y a une espèce d'étouffoir sur les médias. Il y a plus de liberté d'expression. Les gens ne peuvent plus rien faire. Donc ce climat, forcément, comment nous n'avons pas pu prédire l'explosion de 2019, forcément, mais je l'ai dit, c'est-à-dire les mêmes ingrédients sont toujours en place, donc rien n'exclut que le Hirak va revenir. Mais quand, à quel moment, personne ne peut le savoir, parce que jusque-là, comme je vous l'ai dit, faute d'organisation qui permet une circulation de l'information, un échange, une concertation et tout ça, nul ne peut prédire comment il peut revenir, ni quand, mais je suis convaincu que un jour ou l'autre, le Hirak va revenir, parce que les gens sont convaincus définitivement qu'il n'y a plus rien à attendre de ce régime. Merci à vous, Karim Kebir. Yatek Saha. Karim Kebir qui est avec nous, rédacteur en chef de Liberté. Merci à vous, Karim Kebir. Adel Jabbar, je vais terminer cette émission avec vous. Face à la situation que vivent les Algériens, c'est la déprime totale. Vous avez entendu Karim Kebir, un climat d'inquiétude, d'incertitude qui pousse bien sûr les Algériens et qui va nous remettre aussi aux conditions qu'ont vécu les Algériens en 2019 avant le Hirak. Est-ce que vous pensez que tout est là pour que le Hirak revienne en force, sachant que le régime a tout fait pour démontrer son échec sur tous les niveaux, Adel Jabbar? Pour être clair, la tyrannie a une date de péremption comme des légumes qui vieillissent, qui dépérissent et qui finissent à la poubelle. Le peuple est une véritable éternité. Maintenant, circonscrire ou contenir le Hirak dans des marches, c'est complètement aberrant. Le Hirak est un état d'esprit. Les Algériens sont en rupture de confiance totale avec cette dictature militaire. Ils sont dans un climat de défiance. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2019? Y a-t-il eu une évolution positive dans le vécu des Algériens? Non. La situation s'est dégradée totalement au point où on a vu nos frères et nos sœurs mourir faute d'oxygène, privés d'oxygène par l'incompétence criminelle de ce pouvoir. Nous avons vu des Algériens souffrir par ces chaleurs
par ces températures caniculaires, du manque d'eau. Aujourd'hui, on est en train de s'attaquer à la calorie des Algériens. On est en train de conduire les Algériens vers la malnutrition. Il y a eu un désastre sur le plan économique et social. Les gens n'ont pas de quoi manger aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux, moi j'en avais parlé il y a une année, pour dire nous allons être confrontés à une situation sociale des plus difficiles. Les Algériens n'ont pas quoi manger. Vous avez, dans une émission d'un de vos collègues, je pense Jamel et d'autres animateurs aussi, parlé de la mercuriale en Algérie, des fruits et légumes. C'est terrible. Un salaire ou un revenu de 50 000 dinars ne suffira pas pour boucler la fin du mois. C'est ce qui m'a fait dire un jour que les Algériens aujourd'hui ont plus peur de la fin du mois que de la fin du monde. Ce régime militaire s'en fout royalement. Pour eux, le peuple n'existe pas. Ils sont dans le déni. Je vais vous donner un petit exemple. Le peuple algérien est sorti le 22 février 2019 pour donner au monde entier l'image d'un peuple fabuleusement pacifique et non violent. Il a fait une révolution extraordinaire qui m'a que fait cette dictature militaire? Que fait ce régime criminel? Que font cette oligarchie de généraux impotents, criminels et antinationaux? Ils sont en train de faire la promotion du terrorisme. Ils sont en train de dire l'Algérie est infestée de terroristes, on a arrêté des terroristes, le MAC est terroriste, la chaîne est terroriste, et on a judiciarisé aujourd'hui tout comportement ou tout verbe qui va dénoncer cette dictature-là. Et puis on fait application d'un code de l'article 87 bis de leur code pénal pour criminaliser les gens qui s'expriment librement. Je pose la question à cette dictature inculte. Si vous faites la promotion du terrorisme, pourriez-vous faire la promotion en même temps de l'investissement direct étranger? Il n'y aura aucun imbécile qui viendra mettre des billes ou ses copecs dans un pays infesté de terror. Qui est l'ennemi de l'Algérie? Est-ce le peuple algérien ou est-ce cette dictature militaire inculte, criminelle et antinationale? Là, la question reste posée. Je ne vois pas quelqu'un qui va venir s'acoquiner avec ces gens-là et qui va venir les crédibiliser et les renforcer. Je pense et je suis convaincu que le Hirak reviendra. Le Hirak, ce n'est pas certes uniquement à la marche. Le Hirak, c'est un état d'esprit. Les Algériens sont en rupture de banc. Le divorce est consommé. Il est sans appel avec ce régime criminel-là et son oligarchie militaire impotente et antinationale. Donc les Algériens... عادل الجبار نعم اسمح لي عادل الجبار est-ce que يعني comme ça a été dit par Karim Kbir, les ingrédients sont là عادل الجبار, vous l'avez dit que les ingrédients sont là باش الحراك il va revenir يعني en force et le Hirak c'est une idée كما يقولوا les Algériens. الحراك يعني يقولوا فكرة والفكرة لا تموت. Mais aussi, est-ce que vous pensez, Adel Jabbar, que le fait qu'il n'y a pas une claire alternative qui rassure un peu les Algériens, après 2 ans, c'est extraordinaire, c'est historique ce qu'on a vu en Algérie, ce soulèvement populaire. Est-ce qu'il y a aussi des questions à se poser par rapport au Hirak, par rapport à sa feuille de route, si on peut dire, et par rapport à une alternative qui sera claire face à ce qui est en train de faire le régime? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ceux qui disent ça, Adel Jabbar? Très rapidement, s'il vous plaît. L'alternative est claire. Le peuple a été clair dans ses revendications. Il a dit rupture radicale avec ce régime. On en finit, on va déraciner ce régime-là. Maintenant, ceux qui sont en train de prôner la mise en place d'une instance supérieure, donc une tête pour représenter le Hirak, il faudrait qu'ils sachent une chose, c'est que c'est une véritable révolution avec toutes ses composantes. Et le peuple, dans son immense génie, a été clair. Il a transcendé la partisanerie, il a transcendé les partis politiques pour dire c'est l'union et c'est la solidarité nationale qui vont avancer en même temps. Moi, je suis certain
parce que le Hirak a évolué, les Algériens ont évolué depuis 2 ans. La nature des problématiques posées, des réflexions posées par beaucoup d'Algériens a évolué d'une façon extraordinaire. Je suis certain que nous allons aboutir à une représentation de l'autorité de la transition. C'est inévitable. Il a tout fait pour diviser les Algériens. Il a dépensé des sommes colossales, des centaines de millions de dollars pour opposer les Algériens les uns contre les autres. Malheureusement pour lui, les œufs pourris qu'il a pour faire enfler la mayonnaise n'ont pas fonctionné. On a opposé les Kabyles, les Chaouis, tout. Il a tout fait pour diaboliser ce peuple-là. Il n'a pas pu. Donc pour moi, la révolution est en bonne santé. Quand est-ce que le Hirak va se redéclencher? Il suffit d'un déclic, parce que nous sommes en phase révolutionnaire. Comme l'a dit Karim Tabou, il a parlé du déclic. On ne sait pas... C'est véritable, c'est une étincelle, ça prend une étincelle. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas par qui, mais cette étincelle-là est là. C'est le frottement de 2 silex peuvent ramener cette étincelle. C'est comme ceux qui disent, ou ceux qui doutent de la disparition de cette dictature militaire. C'est une certitude qu'elle tombera, parce qu'elle est hors sol. Elle n'a pas les racines qui sont ancrées dans le peuple algérien. Quand la question reste posée, mais moi je suis convaincu qu'elle tombera aujourd'hui, demain, dans une semaine ou dans un mois. Il faut continuer à avoir la foi, la conviction et la certitude que notre combat est un combat citoyen, un combat pour la liberté et un combat pour sauver un pays qui risque d'être désintégrés. Ces gens-là sont des cinglés. Ils ont une mentalité de la caserne. Vous voyez toutes les oppressions qu'ils ont commises contre le peuple algérien. Ils n'ont épargné personne. Des jeunes, des femmes, des vieux, des enfants, ils n'épargnent personne. Donc ce régime psychopathe-là ne rentrait pas dans sa tête. Il faudrait s'opposer à lui de la manière la plus pacifique, la plus non-violente possible. Merci à vous, Adel Jabbar. Barakallahu fik, Adel Jabbar, qui était avec nous depuis le Canada, analyste politique. Merci à vous, Adel Jabbar. Merci aussi à M. Karim Tabou, coordinateur national de l'EDS, qui était avec nous dans cette émission. Merci à Dr Hakim Belhessel, membre de l'instance présidentielle du UFFS, qui était venu depuis Alger. Karim Kebir aussi, rédacteur en chef de Liberté, qui était avec nous depuis Alger. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Yatikoum Saha, Mqaw ala khair.